Et la présentation sur le site internet comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont déjà assisté à des webinaires. Voilà. On vous a remis du coup, comme vous pourrez, revoir la présentation ensuite, on vous a mis toutes les références juridiques, hein, qu'on ne va pas détailler, mais pour vous dire où vous pouvez retrouver, tout ce dont il va être question aujourd'hui. Donc avant d'entrer, dans le vif du sujet, je vais revenir sur une notion qui est très importante puisque vous allez voir que, ça va être déterminant pour certains droits. C'est la notion d'organisation syndicale représentative. Donc, vont être considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales qui sont représentées au comité social territorial local, donc au comité social du centre de gestion pour ceux qui sont, heu, qui ont leur comité social auprès du centre de gestion, ou votre propre comité social si vous en avez un. Donc, les organisations syndicales qui sont représentées au comité social territorial et également, les organisations syndicales qui sont représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, CSFPT. Donc depuis les dernières élections, siègent au CSFPT, donc la CGT, la CFDT, FO, UNSA, FAFPT et FSU. Ce qui veut dire que, par principe, ces 6 organisations syndicales, quand bien même elles n'ont pas de section chez vous, quand bien même elles ne siègent pas dans votre comité social territorial ou au comité social territorial du centre de gestion, ces organisations syndicales, elles sont représentatives par défaut. Et en dehors de ces organisations syndicales, un syndicat pourra également être considéré comme représentatif au niveau local s'il est présent au CST du centre de gestion pour ceux qui relèvent du CST du centre de gestion et dans votre CST local pour ceux qui en ont un. Donc vous allez voir que ça va être, important, pour la suite. Et j'ajoute que dans les textes, hein, il est prévu que l'autorité territoriale soit informée en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, donc des statuts et de la liste des responsables de l'organisme, syndical, lorsque l'organisme en fait compte des adhérents parmi les agents, de la collectivité, puisque ces agents, auront, certaines prérogatives de droit syndical. Voilà pour la notion, d'organisation syndicale représentative. Donc soit représentée au comité social territorial local ou du centre de gestion, soit, représentée au CSFPT et vous retrouvez la liste, ici. Alors, on va rentrer donc dans les conditions d'exercice du droit syndical. On a séparé en différentes parties parce que vous allez voir que le droit syndical, ça ne concerne pas que des agents qui soit sont adhérents à un parti, enfin un parti, à une organisation syndicale. Ça ne concerne pas que les agents qui siègent dans les instances. Les agents ont des prérogatives ou ont accès à une sorte à du droit syndical quand bien même ils ne font partie d'aucune organisation syndicale. Il y a des choses qui existent. Donc, concernant les locaux, dans une collectivité, lorsqu'il y a, des effectifs, donc 50 ou plus, 50 agents ou plus, hein, il y a une obligation de mettre à disposition un local commun à usage de bureau, hein, à la disposition des organisations syndicales représentatives. Donc là, on revient à la notion d'avant. Donc d'une part, il faut que l'organisation syndicale soit représentative. Et là, il y a une condition en plus, il faut qu'elle ait une section syndicale dans la collectivité. Donc 3 conditions finalement pour qu'il y ait, mise à disposition d'un local. D'une part, des effectifs, donc 50 ou plus, 50 agents ou plus, que l'organisation syndicale soit représentative et qu'elle ait une section dans la collectivité. En dehors de ces cas, il n'y a pas d'obligation de mettre à disposition un local. Attention, tout ce qu'on vous dit là, c'est ce qui est prévu par les textes. Rien ne vous empêche de conclure un protocole qui soit plus favorable, de mettre un local à disposition. Si vous concluez un protocole avec les organisations syndicales, il n'y a pas de souci à ça. Là, on vous dit ce qui est prévu par les textes. Rien n'empêche de conclure un protocole qui sera plus favorable. Donc, il y a aussi donc, au niveau du centre de gestion, donc lorsque les effectifs cumulés du personnel du centre de gestion et des collectivités, affiliées, est supérieur à 500 agents, donc c'est le cas, hein, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales. Voilà pour les conditions pour avoir, le droit à la mise à disposition d'un local. Je précise parce que je ne l'ai pas dit au début non plus, qu'évidemment on pourra répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les poser dans la conversation et on y répondra à chaque fin de grande partie, on va dire.
Alors, concernant les conditions de cette mise à disposition, il faut que le local soit situé dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sauf si c'est vraiment, sauf s'il y a une impossibilité matérielle, hein, de fait. Si les locaux sont pas situés dans l'enceinte, des bâtiments administratifs, il faut que ce soit situé le plus près possible et si la collectivité, en fait, a été dans l'obligation de louer des locaux parce qu'il n'y en avait pas au sein de ces bâtiments, ils doivent la collectivité doit en supporter la charge, hein. Concernant les équipements, il faut les locaux comportent les équipements, indispensables à l'exercice de l'activité, hein. Donc ça va comporter des éléments de mobilier, bureaux, chaises, armoires, un poste téléphonique, du matériel informatique, et en cas d'impossibilité, hein, de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales, une subvention, représentative des frais de location et d'équipement leur sera versée par la collectivité. Et lorsqu'une collectivité, bah, construit de nouveaux locaux, il faut qu'elle prenne, en compte c'est l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales. Mmh. Voilà pour non, on a encore une petite, chose sur les locaux. Donc tout ça, il faut donc toutes les conditions, hein, dans lesquelles vous pouvez, mettre à la charge, un local syndical, tout ce qui va être, au niveau budgétaire, le coût, et cetera. Tout ça, ça va être défini par l'autorité territoriale après concertation avec les organisations syndicales, concernées. Donc, la concertation, elle doit également, permettre de définir les conditions dans lesquelles, l'organisation peut avoir accès aux moyens de reprographie de la collectivité ou, obtenir, un concours, matériel pour l'acheminement de leur correspondance. Donc tout ça, c'est des choses à voir en concertation avec les organisations syndicales qui sont concernées par cette question de local syndical. Accès aux technologies de l'information et de la communication, donc ce qu'on appelle les TIC. Tout ce qui va être ces conditions, d'utilisation des technologies de l'information et de la communication, donc là aussi, ça va être fixé par décision de l'autorité territoriale, donc après avis du comité social territorial et dans le respect de grands principes, qui sont notamment donc la confidentialité, le libre choix, c'est très important, hein, on va revenir et de non-discrimination, donc auquel cette, utilisation est subordonnée. N Sauf contrainte particulière ou nécessité de service, l'accès, à ces moyens de communication ne peuvent pas être réservés aux seules organisations syndicales représentatives, hein. Ça doit être ouvert à toute organisation syndicale légalement constituée. Donc ça, c'est prévu par les textes. Donc vous allez voir, c'est important à chaque fois pour chaque, droit ou prérogative de droit syndical, on a, est-ce que c'est ouvert aux organisations syndicales représentatives? Est-ce que c'est ouvert qu'aux organisations syndicales représentatives qui ont une section? À chaque fois, ça peut être différent, donc c'est bien de savoir à chaque fois. Donc là, en l'occurrence, donc pour les locaux, on a vu qu'il fallait une organisation syndicale représentative qui a une section. Là, en l'occurrence, pour les technologies d'information, de communication, c'est pas le cas. Toute organisation légalement constituée peut y avoir accès. Alors avec, cette petite précision, toujours il y a des choses particulières autour des élections, professionnelles, hein. Pendant la période de 6 semaines qui précède le scrutin, toute, organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable aura accès à ces mêmes technologies et peut les utiliser dans le cadre de la campagne, dans le cadre du scrutin. Il faut savoir que le décret, donc c'est le décret sur le droit syndical, c'est le décret 85, 397. Il donne pas plus d'indications que ça sur ce qui est inclus dans ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, ni concernant ces conditions, d'utilisation. Il dit que les conditions d'utilisation doivent être fixées par la collectivité après avis du CST, mais on n'a pas plus de détails. Donc on a la circulaire du 20 janvier 2016, hein, qui est la circulaire sur le droit syndical dans la fonction publique territoriale. Il vient préciser, un petit peu, de quoi qu'est-ce qu'on fait rentrer dedans. Donc ça nous dit que les technologies de l'information et de la communication sont constituées de la mise à disposition d'une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l'organisation syndicale, ainsi que de pages d'information syndicale spécifiquement réservées sur le site intranet et non pas internet, hein, intranet quand il existe, de la collectivité ou de l'établissement. Les échanges électroniques entre les agents et les organisations syndicales doivent être confidentiels, c'est très important.
Et la liberté d'accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s'exercer à tout moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque courrier électronique envoyé par une organisation syndicale, il est obligatoire de rappeler de manière claire et lisible dans chaque message que l'agent a la possibilité de ne plus recevoir ces messages s'il le souhaite. Donc ça doit être rappelé dans chaque message. Une petite phrase disant, comment faire si on ne veut plus, recevoir, ce type d'informations. La circulaire, elle renvoie également, au décret applicable à la fonction publique d'État, puisqu'il nous donne plus de détails à ce sujet-là. Le décret sur la fonction publique d'État, il prévoit donc notamment donc la création d'une adresse mail syndicale, la définition de référents syndicaux, la fixation des règles relatives à la taille et à la fréquence des messages, le nombre de destinataires par envoi, la possibilité de mettre des pièces jointes ou pas, la communication sur l'intranet d'une information relative à la mise en place d'une liste de diffusion syndicale, la possibilité pour chaque organisation de solliciter la publication d'une adresse d'abonnement sur une page intranet, en permettant de recevoir les messages d'origine syndicale, l'obligation de mentionner l'origine syndicale des messages dans l'objet, l'interdiction de mettre en place des accusés de réception et de lecture, l'obligation de garantir l'anonymat des destinataires et la possibilité d'accéder au site intranet et de demander la mise à disposition d'une ou plusieurs pages. Donc ça, c'est le détail de ce que, si vous concluez, enfin si vous, définissez les conditions, dans lesquelles l'organisation syndicale peut utiliser les techniques, d'information et de communication, ça, c'est tous les points, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, voir, comment enfin, tous les points à définir, en fait. Je vois une petite question donc sur les techniques d'information et de communication. C'est dans le cadre du RGPD, les agents doivent-ils être d'accord avant de communiquer les adresses professionnelles des agents aux organisations syndicales? Donc à vérifier, mais pour moi, le RGPD, en fait, si vous voulez, on va être sur les données, sensibles. L Sauf erreur de ma part, je vérifierai, hein, mais les adresses mail professionnelles, pour moi, ne sont pas, des données sensibles. Heu, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir l'accord. En revanche, une chose qui est sûre, c'est qu'il faut dans le mail que informer les agents qu'ils peuvent refuser de recevoir ces échanges, ces informations syndicales et à ce moment-là, le mail doit indiquer, à qui s'adresser ou comment faire pour ne plus être destinataire de ces informations-là. Mais je vérifierai au niveau de la sensibilité des données, mais pour moi, les adresses mail professionnelles ne sont pas, des données sensibles. On va passer à la suite, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà été, confrontés à ce type de demande, hein. On va passer à tout ce qui concerne les réunions syndicales. Alors, on me dit: «C'est une remarque que nous a fait notre référent RGPD, mais que nous n'avons pas mis en œuvre». D'accord, bah, écoutez, comme je vous disais, je me tournerai, vers, notre informaticien qui est le référent en matière de RGPD et je vérifierai ça, directement, auprès de lui. Je reviendrai vers vous, je le note. Concernant les réunions syndicales, donc, est considérée comme syndicale une réunion dont la demande, en fait, d'autorisation émane d'une organisation syndicale. On va en retrouver 3 sortes. On va avoir, les réunions statutaires et les réunions d'information, qui est la première re catégorie, les réunions mensuelles d'information et les réunions spéciales préélectorales. Petit point, petite précision, hein, la jurisprudence a défini que, les assemblées du personnel organisées par les organisations syndicales à l'occasion d'un conflit collectif de travail ne sont pas des réunions d'information syndicale. Premier type de réunion, donc ça va être les réunions statutaires et les réunions d'information. Donc celles-ci, elles sont non réservées aux organisations syndicales représentatives. Donc vous voyez cette notion-là, ça revient toujours. Donc le premier type de réunion, ça concerne toutes les organisations syndicales, pas que les organisations syndicales représentatives. Donc les organisations syndicales, donc au sens large, hein, peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. En cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs, dans des locaux mis à la disposition des organisations. Les réunions, elles peuvent également se tenir
pendant les heures de service, mais dans ce cas-là, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence pourront y assister. Donc ça, c'est le premier type de réunion et il convient de le distinguer du deuxième type de réunion qui va être les réunions mensuelles d'information. Là, on va être sur les organisations syndicales représentatives, c'est important. Donc, quand vous recevez une demande d'organisation de réunion, la première chose à voir, c'est dans quel cadre on se trouve. Est-ce qu'on est dans le premier type ou dans le deuxième type? Ça dépend de quelle organisation syndicale vous fait la demande. Donc, les organisations syndicales représentatives, hein, j'insiste, sont autorisées, en plus des réunions hein, qu'on a mentionnées avant, à tenir des réunions mensuelles d'information d'1 heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Donc, c'est la différence avec le premier type de réunion qu'on a abordé. Donc, une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ces heures, c'est souvent le cas. Et donc, on pourra le faire une réunion de 3 heures par trimestre, par exemple. La tenue de ces réunions, ça ne peut pas conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence qui sont accordées aux agents pour y assister excèdent 12 heures par année civile, délai de route non compris. Donc chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions. Les autorisations d'absence pour participer à la réunion doivent faire l'objet d'une demande, hein, adressée à l'autorité territoriale, au moins 3 jours avant. Donc elles sont accordées sous réserve des nécessités de service, hein, c'est toujours le cas. Petite précision, les agents qui ne sont pas en service, mais qui assistent aux réunions, mensuelles d'information, ne sont pas en droit de solliciter la récupération du temps passé en réunion, hein. Il y aura un petit focus, quand on sera sur le sujet des autorisations d'absence, mais de façon générale, quand on ne travaille pas, il n'y a pas lieu de demander une autorisation d'absence et il n'y a pas lieu de récupérer ce temps, en fait. Donc ça, c'est important à retenir parce que c'est une question qui revient souvent, qui m'est souvent, posée. Donc ça, c'était le deuxième type, de réunion. Le troisième type de réunion, hein, je vous dis, il y a souvent des choses particulières en période, préélectorale. Donc pendant la période de 6 semaines, avant le scrutin, hein, des élections, professionnelles, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder 1 heure par agent. Donc cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection. Donc là, on n'est plus sur les organisations syndicales représentatives, hein, on est sur toute organisation syndicale qui est candidate. Donc là, les autorisations d'absence pour y participer, elles doivent faire l'objet d'une demande, hein, toujours adressée à l'autorité territoriale, et au moins 3 jours avant. Là aussi, c'est accordé sous réserve des nécessités de service. Quelques précisions de dispositions communes hein, à toutes les réunions. Donc, tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion. Donc, des fois, il y a des représentants qui viendront qui ne font pas forcément partie de votre collectivité et qui pourront assister à la réunion. Vous devez en être informé au moins 24 heures avant la date. Euh, voilà, dans la mesure où celle-ci se tient dans vos locaux, administratifs. Donc les réunions ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service, ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services, aux usagers. Donc ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable, hein, évidemment, et la demande doit être formulée 1 semaine au moins avant la date de réunion. Donc voilà pour tout ce qui encadre les réunions, syndicales. Ensuite, affichage et distribution de documents d'origine syndicale, hein. Je pense que c'est des choses auxquelles, beaucoup d'entre vous ont également été, confrontés, surtout en ce moment puisqu'il y a eu le renouvellement des instances et cetera, donc les organisations syndicales se font connaître. Concernant l'affichage d'abord, donc là, on va encore être sur une, notion différente, hein. C'est les organisations syndicales déclarées dans la collectivité, ainsi que les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Donc là, on a 2 choses, soit des organisations qui se sont, déclarées chez vous, hein, soit, les organisations, représentatives parce que, siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique. Donc ces organisations-là, elles peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux qui sont réservés à cet usage, qui doivent être en nombre suffisant et de dimension convenable, aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Donc soit des portes vitrées ou grillagées avec des serrures.
Donc on n'a pas plus d'éléments, hein, sur le nombre suffisant et les dimensions et cetera, mais bon, il faut faire en bonne intelligence de façon à pouvoir, afficher, ce voilà. Ces panneaux, donc ils doivent être placés dans des locaux qui sont facilement accessibles au personnel, mais auxquels le public n'a normalement pas accès. Donc ces emplacements, hein, ils doivent être déterminés après concertation, avec les organisations syndicales, concernées. Évidemment, l'autorité territoriale, elle est, informée, hein, de l'affichage par la transmission d'une copie du document ou par la notification précise de, bah, la nature du document et ce qu'il contient. Il L'autorité territoriale, elle ne peut pas s'opposer à cet affichage, sauf si le document contrevient manifestement aux dispositions, législatives relatives à tout ce qui va être diffamation, et injure publique. Voilà. Mais de façon générale, en dehors de ce cas-là, on ne peut pas s'opposer, à l'affichage de documents. Pour la distribution de documents, donc là, on était sur l'affichage, là, on passe sur la distribution. Donc, les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, hein. Ça, c'est une possibilité. Là aussi, avant d'être distribués, ben, on les communique pour information à l'autorité territoriale. La distribution, elle ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service et se déroule dans la mesure du possible en dehors des locaux qui sont ouverts au public. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures du service, il n'y a que les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service qui peuvent, distribuer. Un agent qui n'a pas de décharge de service et qui est sur son temps de travail ne peut pas distribuer des documents, des documents d'origine, syndicale. Voilà. Collecte des cotisations syndicales, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mais en tout cas, c'est prévu par les textes. Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Là aussi, on retrouve un peu les mêmes principes, hein, en dehors des locaux ouverts au public, par des représentants qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service et en aucun cas, ça ne doit porter atteinte, au fonctionnement du service. Donc ça, c'est on retrouve, globalement, vous voyez, les mêmes principes. Donc voilà pour cette première partie sur les droits, l'exercice du droit syndical. Je vais laisser la parole à Elisabeth pour la suite. N'hésitez pas, hein, là aussi s'il y a des questions. Alors donc nous allons voir, la situation des représentants syndicaux et principalement de quels moyens les représentants syndicaux disposent. Donc à la suite de chaque, renouvellement des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale ou le centre de gestion va calculer en fait le crédit de temps syndical en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale, c'est-à-dire de ses résultats obtenus au comité social territorial. Ensuite, ce crédit, donc, il est calculé une fois en début de mandat et il reste le même jusqu'à la fin du mandat, sauf s'il y a eu une modification du périmètre du CST qui entraîne la mise en place d'un nouveau CST ou s'il y a une variation de plus de 20% des effectifs. Le crédit de temps syndical va comprendre deux contingents, un qui concerne des autorisations d'absence et un autre qui concerne des contingents de décharge d'activité de service. Alors, chacun des contingents est réparti entre les organisations syndicales qui est apprécié de la façon suivante. Alors, la moitié du contingent va être attribuée aux organisations syndicales représentées au CST en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Et l'autre moitié est donc répartie entre les organisations syndicales qui ont présenté une liste au CST et en fonction des voix qu'elles ont obtenues. Ça veut dire qu'une organisation syndicale qui a présenté une liste et qui n'aurait obtenu aucun siège peut cependant avoir droit à un certain contingent de droit syndical en fonction des voix qu'elle a obtenues, sauf si bien sûr elle avait obtenu 0 voix.
Donc, nous allons commencer par les autorisations d'absence. Alors, les autorisations d'absence, elles sont calculées au niveau de chaque comité social territorial, c'est-à-dire soit par les collectivités qui ont leur propre CST, soit par le centre de gestion pour les collectivités qui dépendent du CST du CDG. Et ce contingent d'organisation syndicale est égal à 1 heure d'autorisation d'absence pour 1000 heures de travail accomplies par les électeurs au CST. Donc, vous reprenez votre liste électorale donc, du CST et ensuite, il convient d'additionner tout le temps de travail accompli par ces électeurs. Donc, vous cumulez les temps complets, les temps non complets. Donc, cela va vous donner un certain nombre que l'on va appeler X. Après, vous devez déterminer le nombre d'équivalents temps plein, puisque vous pouvez très bien avoir des temps complets, des temps non complets. Donc, vous divisez le nombre total d'heures par 35 et ça va vous donner un certain nombre d'équivalents temps plein, donc que l'on va appeler Y. Donc, ensuite, vous avez le nombre d'équivalents temps plein que vous multipliez par 35, qui est la durée hebdomadaire de travail pour un temps complet, pour un temps plein, et que vous multipliez par 45,8 qui correspond au nombre de semaines travaillées plus la journée de solidarité et on divise par 1000. Si je prends un exemple chiffré, si l'on prend une collectivité qui a 60 agents, on va dire qu'elle a 50 temps complets, donc on va obtenir 50 par 35, 1750 heures. 10 agents à temps non complet, pour simplifier, on va considérer que chacun des temps non complets exerce 20 heures par semaine, donc ça va nous faire 200 heures. En tout, 1950, 1750 plus 200. Donc, les agents donc, électeurs au CST totalisent une durée de 1950 heures de travail qu'on divise par 35. On va trouver donc 55,71 ETP, c'est notre Y de l'exemple. Donc, et 55,71 équivalent temps plein multiplié par 35 heures, qui est le temps de travail d'un temps non complet par semaine, multiplié par le nombre de semaines travaillées, on arrive à 89 303 heures, divisé par 1000, ça veut dire que nous arrivons à un quota de 89 heures que vous devrez répartir entre les organisations syndicales présentes au CST, donc 50% en fonction des sièges obtenus et 50% en fonction des voix obtenues. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les collectivités de moins de 50 agents, ce contingent est calculé par le centre de gestion. Et donc, quand les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité, donc dans une collectivité qui relève du CST du centre de gestion, eh bien, le centre de gestion remboursera à la collectivité le salaire et les charges sociales y afférents pour cet agent désigné. Et donc, par rapport à ça, pour les collectivités concernées, nous avons des imprimés, etc., pour obtenir le remboursement par le centre de gestion. Donc, elles se font connaître auprès du CDG et nous pourrons les rembourser. Donc, je suis allée un peu vite. Je vous ai déjà indiqué la façon dont le contingent serait réparti. Donc, 50% entre les organisations syndicales en fonction des sièges obtenus et 50% en fonction des voix. Alors, ce contingent qui a été ainsi déterminé concerne les autorisations d'absence de l'article 17. Nous allons y revenir. Donc, il s'agit d'autorisations d'absence pour participer au congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16. Alors, ça paraît un petit peu obscur. On va définir après ce qui est l'article 16 et tout ce qui ne relève pas de l'article 16 relèvera de l'article 17. En fait, il s'agit surtout des réunions statutaires des sections syndicales.
Donc, les autorisations d'absence de l'article 16. On fait toujours référence au décret 85-397 qui est le décret relatif au droit syndical. Donc, l'article 16 de ce décret concerne les autorisations d'absence pour assister au congrès ou aux réunions des organismes directeurs, soit des unions, des fédérations ou des confédérations de syndicats qui ne seraient pas représentés au Conseil commun de la fonction publique. Tout à l'heure, on parlait du Conseil supérieur pour déterminer la représentativité d'une organisation syndicale. Pour les autorisations d'absence de l'article 16, là, c'est le Conseil commun de la fonction publique. Alors, si l'autorisation d'absence est sollicitée par une organisation syndicale qui n'est pas représentée à ce Conseil commun, le nombre de jours sera limité à 10 par an. Par contre, si les réunions concernent des unions, des fédérations ou des confédérations de syndicats qui sont représentés au Conseil commun de la fonction publique, dans ce cas-là, le quota est porté à 20 jours par agent. Et comme les autorisations d'absence de l'article 17 concernent les sections syndicales et donc les autorisations d'absence de l'article 16 qui concernent des réunions d'un niveau supérieur, et comme elles ne concernent pas les mêmes instances, elles pourront se cumuler. Par contre, un même agent ne pourra pas bénéficier d'autorisation d'absence des 10 jours plus les 20 jours. Donc le maximum, ce sera des autorisations d'absence sur la base de l'article 17 qui sont contingentées et 20 jours au titre de l'article 16. Et donc, nous avons la liste des organisations syndicales qui, là, sont présentes au Conseil commun de la fonction publique. Il s'agit de la CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, Solidaire, CFE-CGC et FA-FP. Alors, il y a des dispositions qui sont communes aux autorisations d'absence, qu'elles relèvent de l'article 16 ou de l'article 17. Donc, ça, c'est en fait, ces éléments-là, nous les trouvons dans la circulaire du 20 janvier 2016 qui apporte des précisions par rapport au décret. Est considérée comme un congrès, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l'organisation concernée, ayant pour but d'appeler l'ensemble des membres à se prononcer sur l'activité et l'orientation du syndicat, soit directement, soit par l'intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet. Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l'organisation syndicale considérée. Et les réunions statutaires désignent les réunions des instances mentionnées par les statuts des organisations syndicales. Le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des autorisations d'absence au titre de l'article 16 ou des autorisations d'absence au titre de l'article 17. Par contre, les agents doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation syndicale et justifier du mandat dont ils étaient investis. Et ces informations doivent être portées à la connaissance des employeurs. En fait, les organisations syndicales qui sollicitent des autorisations d'absence pour des agents de la collectivité doivent communiquer leur statut à la collectivité de façon à ce que celle-ci puisse, si vous voulez, au regard des statuts, déterminer si on est dans le cadre d'un congrès, organisme directeur ou réunion statutaire. Et en plus des statuts, elles doivent désigner les agents de la collectivité qui ont des mandats pour participer à ces différentes réunions. Alors, autre disposition donc concernant ces autorisations d'absence, les agents doivent adresser leur demande d'autorisation d'absence, appuyée de la convocation donc, qui émane de l'organisation syndicale et qui va mentionner l'article sur lequel se fonde cette demande d'autorisation d'absence, notamment pour que l'autorité territoriale, enfin les organismes gestionnaires, puissent suivre en fait le cumul d'autorisation d'absence.
aussi bien dans le cadre de l'article 17 puisqu'il y a, il est calculé un nombre, un quota d'heures, que dans le cadre de l'article 16 puisqu'on a une limitation soit à 20 jours, soit à 10 jours selon que l'organisation est représentée ou pas au Conseil commun de la fonction publique. Donc il faut bien évidemment transmettre le la convocation et 3 jours à l'avance. Après, l'autorité territoriale peut toujours, accepter d'examiner des demandes d'autorisation qui seraient adressées moins de 3 jours à l'avance. Ainsi que vous l'a dit Marine tout à l'heure, ce qui vous est indiqué ici dans ce webinaire, c'est ce que les textes, circulaires, et cetera, ou jurisprudence donc établissent. Ensuite, l'autorité territoriale a toujours un pouvoir d'appréciation, pas pour accorder moins, mais le cas échéant pour accorder plus. Donc, ces autorisations d'absence sont accordées sous réserve des nécessités du service. Par contre, il ne suffira pas d'invoquer la notion de nécessité de service pour refuser. Il faudra donc justifier avec des raisons objectives, spécifiques à chaque situation et tenant notamment à la continuité du fonctionnement du service pour pouvoir refuser une autorisation d'absence. Donc, un exemple de rejet par le juge administratif. Donc, le juge administratif a jugé qu'un maire qui avait simplement invoqué des nécessités de service liées à la présence d'enfants, ne enfin que ce re le que cette justification n'était pas fondée, puisque quelque part, imaginons un agent qui travaille dans un service d'enfants, mais en fait, comme les enfants sont un élément intrinsèque du service, il ne pourrait pas y avoir d'autorisation d'absence. Le fait aussi de prévenir suffisamment tôt l'autorité territoriale, c'est-à-dire le cas échéant avant les 3 jours minimum exigés, peut participer, à l'accord de cette autorisation d'absence puisque dans ce cas-là, l'autorité territoriale aura eu toute latitude pour organiser le remplacement de l'agent et pouvoir assurer la continuité du service. Donc en cas de litige, il appartiendra à la collectivité de démontrer le caractère indispensable de la présence de l'agent dans les services pour justifier le refus de l'autorisation d'absence. Alors, vous avez ici un tableau récapitulatif que l'on ne va pas reprendre, mais auquel vous pourrez vous reporter, sur, les autorisations d'absence avec les motifs, les limites et puis, également, les différentes, instances, pouvant, justifier une autorisation d'absence. Alors, nous allons maintenant aborder les décharges d'activités de service. La circulaire du 20 janvier 2016, toujours, définit les autorisations de service comme étant l'autorisation donnée à un agent public d'exercer pendant ses heures de service une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale. Donc, les décharges d'activité de service peuvent être totales ou partielles. Lorsqu'un représentant syndical a été déchargé partiellement de service, il convient que sa charge administrative soit allégée en proportion de l'importance de la décharge dont il est bénéficiaire. Bien évidemment, si vous avez un agent qui est déchargé à 50%, ou même moins, vous ne pouvez pas lui laisser la même charge de travail que lorsque, il était affecté à 100% pour réaliser ce travail. Et le fait qu'un fonctionnaire soit déchargé partiellement de service pour activité syndicale ne doit en aucun cas influencer l'appréciation portée sur sa manière de servir. Alors, les agents qui bénéficient de décharges partielles de service peuvent, en plus des décharges d'activité de service, bénéficier des autorisations d'absence prévues par les articles 16, 17 et 18 du décret. Donc, article 16, c'est les congrès, etc. 17, c'est les autorisations d'absence pour les sections syndicales. Et 18, on le verra, sont les autorisations d'absence pour participer
aux réunions des organismes paritaires. Les décharges d'activités de service ne doivent pas non plus modifier la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ils demeurent en position d'activité dans leur emploi ou cadre d'emploi et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position, pardon, et notamment en matière de régime indemnitaire et de droit à pension. Alors, ce sont les organisations syndicales qui désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités sociaux territoriaux pris en compte pour le calcul du contingent concerné. En fait, par rapport aux décharges d'activité de service, le périmètre, ça va être toutes les collectivités obligatoirement affiliées au centre de gestion. Donc, même si vous avez votre CST propre, pour les décharges d'activité de service, donc là, vous dépendez du centre de gestion. Donc, les organisations syndicales vont devoir avertir l'autorité territoriale par un courrier de la liste des agents donc à qui elles vont attribuer des décharges d'activité de service et puis également au président du centre de gestion puisque celui-ci doit bien évidemment être averti dans la mesure où cette désignation va entraîner un remboursement. Si l'autorité territoriale estime que la désignation d'un agent n'est pas compatible avec la bonne marge du service, eh bien l'autorité territoriale pourra inviter l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent, mais là encore, l'autorité territoriale devra motiver cette demande. Alors, pour les collectivités qui sont obligatoirement affiliées à un centre de gestion, donc je vous le disais, le contingent est calculé par le centre de gestion conformément au barème ci-dessous et le contingent accordé est donc est égal au nombre d'heures fixées par le décret donc de 85 397 en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social ou des comités sociaux retenus pour le périmètre. Donc pour le centre de gestion, eh bien, ce sera le périmètre du comité social relevant du centre de gestion et également des comités sociaux des collectivités obligatoirement affiliées. Donc, pour le centre de gestion, nous sommes dans la strate de 5 000 à 10 000 électeurs qui donne donc un droit à un quota de 1 500 heures de décharge d'activité de service par mois. Et donc, pour les collectivités, les établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, les heures sont réparties par le centre de gestion. Au vu des critères que nous avons déjà vus pour les autorisations d'absence, c'est-à-dire pour la moitié entre les organisations syndicales représentées au CST du centre de gestion et au CST des comités sociaux des autres collectivités qui ont leur propre comité social en fonction du nombre de sièges et l'autre moitié en fonction du nombre de voix. C'est la raison pour laquelle, après les élections professionnelles, on vous demande de nous transmettre les résultats au CST de façon à pouvoir calculer la répartition entre les différentes organisations syndicales. Et donc, les centres de gestion, ensuite, remboursent la rémunération supportée par les collectivités et les établissements dont certains bénéficient de décharges d'activité de service. Alors, la jurisprudence administrative, en l'occurrence le Conseil d'État, indique que l'autorité territoriale ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle sur les activités syndicales des agents déchargés de service. Les heures qui sont accordées mensuellement et qui n'auraient pas été utilisées peuvent être reportées après accord de l'autorité territoriale. Alors, quand il s'agit d'une collectivité territoriale qui est affilié à un centre de gestion. Comme le centre de gestion rembourse le salaire de l'agent, il faut également que ce report soit accordé
par le centre de gestion. Et dès lors, le centre de gestion remboursera sur le mois de report, donc du des droits ainsi, utilisés. Alors le montant, comme pour les autorisations d'absence, le montant du crédit syndical accordé aux organisations est calculé en début de mandat et en fait, il est valable pour toute la durée du mandat, sauf s'il y avait modification du périmètre du comité social ou s'il y avait une variation des effectifs de plus de 20. Donc je vais repasser la parole à Marine qui ensuite va vous indiquer les garanties accordées aux agents publics. Alors je Alors vois qu'il y a d'abord, des il y a une petite questions. question, on vous demande si les 8 heures mensuelles de DAS accordées à notre agent peuvent être réparties comme il l'entend? Alors après ce que l'on conseille, et ce qui est souvent fait d'ailleurs, c'est il y ait un accord. C'est-à-dire qu'en général, les collectivités, les agents et puis pour une bonne fonctionnement des services, se mettent d'accord sur, tel ou tel jour ou telle demi-journée. Bien évidemment, après, il peut y avoir en fonction des nécessités de service, en fonction des besoins de l'agent, mais c'est ce qui comment dire? C'est ce qui est souvent fait. Après, ça veut dire que bien sûr, c'est en concertation avec l'agent et l'organisation syndicale. S'il y a pas d'accord, bah, effectivement l'agent pourra, les utiliser comme il l'entend. Mais bon, il faudra qu'il y ait quand même qu'il le prévienne, quelque part, au minimum, un minimum de temps, avant l'autorité territoriale. En général, il y a une concertation et il y a toujours un accord qui se fait. Alors, je vais reprendre, la parole. Donc, on passe aux garanties qui sont accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, hein, et notamment à ce qui vient d'être énoncé, donc les agents qui bénéficient d'une, décharge d'activité de service. L'exercice du droit syndical, c'est un droit qui est garanti dans la fonction publique. Donc, ça garantit la liberté d'opinion, aucune distinction, qu'elle soit directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions syndicales. Heu, En conséquence, tout ce qui va être les mesures qui concernent le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, enfin toutes les mesures prises en fait, à l'égard d'un agent ne peuvent pas méconnaître ce principe. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un du fait, de ses opinions, syndicales. Donc la jurisprudence, elle a dégagé 2 principes, 2 grands principes. Le premier, c'est un déroulement de carrière équivalent à celui des autres agents. Ils ne doivent subir à la fois ni avantages, ni désavantages du fait de leur engagement syndical. Et le deuxième grand principe, c'est une prise en compte des compétences acquises dans l'exercice de l'activité syndicale au titre des acquis de l'expérience professionnelle. Donc c'est quelque chose qui va rentrer en ligne de compte. Alors, donc là, on va voir il y a un décret de 2017 qui est venu préciser en fait les garanties accordées aux agents, d'une part mis à disposition d'une organisation syndicale, mais je ne pense pas que ça concerne, énormément de personnes, ou les agents qui bénéficient d'une décharge d'activité de service pour une quotité égale ou supérieure à 70 de leur temps de service. Donc, on va énumérer un peu les garanties. Donc on va pas y passer, énormément de temps parce que je suis pas sûre que ça concerne la majorité, mais il y a certainement, il y a peut-être quelques collectivités présentes qui ont des agents déchargés, à 70 ou plus. Donc, il y a des garanties d'une part, par rapport à l'avancement. Donc lorsque l'ancienneté, détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, l'agent, déchargé, bénéficie d'une bonification qui va être calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification, accordée dans l'échelon. Heu, Autre, garantie accordée, l'obligation de suivi de la formation, résultant d'une promotion dans un grade supérieur ou dans un cadre d'emploi peut être reportée. Ça va être à la demande de l'intéressé, ça va être jusqu'à sa réintégration dans le service. Donc ce report, en revanche, il ne peut pas être accordé lorsque la formation, elle permet d'apprécier, lors des épreuves de fin de formation, l'aptitude de l'agent, à exercer les missions de ce nouveau grade ou de ce nouveau cadre d'emploi. En termes de rémunération,
L'agent qui bénéficie d'une décharge totale, ou d'une mise à disposition va conserver le montant, annuel des primes et indemnités qui sont attachées aux fonctions exercées dans son corps, au cadre d'emploi avant d'en être, déchargé. Donc en fait, il conserve globalement sa rémunération. En revanche, pour tout ce qui va être versement exceptionnel modulé au titre de l'engagement professionnel ou de la manière de servir, l'agent, il bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même, cadre d'emploi, et qui relèvent de la même autorité. Alors ça va pas concerner toutes les rémunérations, toutes les indemnités, tout ce qui va être indemnité représentative de frais, bah, dès lors qu'il y a aucun professionnel engagé, il y a pas de enfin, il y a pas de ce type d'indemnité. Tout ce qui va être lié au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versés à l'ensemble des agents, lié à des horaires de travail, atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité, tout ce qui va tenir, au lieu d'exercice effectif des fonctions lorsque le changement de résidence, administrative ou le domicile de l'agent, ne justifie plus le versement de celle-ci. Toujours en termes de rémunération, donc sous réserve que cette progression soit favorable à l'agent, le montant des primes et indemnités donc qu'on a mentionné précédemment, hein, donc qui sont maintenus, progresse selon l'évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même cadre d'emploi relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l'agent occupait précédemment. Donc l'idée, c'est de dire que pour l'évolution en termes de montant de rémunération, on va s'appuyer sur l'évolution moyenne des agents qui font la même chose que lui, en fait, à condition que ça lui soit favorable. Par contre, tout ce qui est, prime calculée sur la base de l'indice, ça continue de progresser en fonction de l'évolution de l'indice, hein. Ça, il y a pas de changement. Si on a une évolution du régime indemnitaire qui intervient au bénéfice de l'ensemble du cadre d'emploi à une date postérieure, à l'octroi de la décharge, hein, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité est calculé donc sur la base du montant moyen attribué aux agents qui occupent un emploi, comparable. Donc, toujours se retenir ce principe. L'idée, c'est d'avoir, une rémunération qui évolue, et des primes qui évoluent et qui sont attribuées sur la base de la moyenne de ce qui est attribué, aux agents qui exercent les mêmes fonctions que l'agent déchargé. Donc toujours sur la rémunération, en cas d'avancement de grade ou de changement de cadre d'emploi, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il devient titulaire, hein. Et lorsqu'on met fin à la décharge d'activité syndicale, l'agent réintégré dans un emploi perçoit les primes et indemnités, attachées à cet emploi. Il bénéficie d'un montant indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux agents qui relèvent de la même autorité de gestion et qui occupent un emploi comparable au sien, dans la limite toujours des plafonds réglementaires, hein. Ce montant cesse d'être versé dès lors que son bénéficiaire, change de fonction. Pour l'agent qui consacre une quantité de temps de travail au moins égale à 70 et inférieure à 100 heu, à une activité syndicale, il a le droit au versement de l'ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu'il continue d'exercer, et le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l'exercice, effectif de fonctions à temps plein. Pour tout ce qui va être, nouvelle bonification indiciaire, donc la NBI, parce que c'est une question qui peut se poser, le fonctionnaire qui exerce pendant une durée d'au moins 6 mois des fonctions qui donnent lieu à NBI avant d'être déchargé, va conserver le bénéfice de la NBI. Donc il faut occuper au moins 6 mois des fonctions donnant lieu à NBI pour, en avoir le maintien. Après, on va voir quelques dispositions, diverses. Donc l'agent qui bénéficie d'une décharge totale, hein, de service, bénéficie de l'accès, bah, au dispositif de prestation d'action sociale et de protection sociale complémentaire qui est institué par l'employeur, hein. Donc, même droit que les autres agents, toujours le même principe. Les agents qui occupent un emploi à temps complet et qui consacrent là encore un temps de travail, au moins égal à 70 et inférieur à 100
à une activité syndicale. Donc ils ont le droit à un entretien annuel de suivi quand même, hein, avec l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Mais attention, cet entretien, il ne comporte pas d'évaluation de la valeur professionnelle. C'est ça la différence avec, un entretien, classique, qu'on ferait à n'importe quel agent. On peut accompagner cet entretien, à la demande de l'agent par un entretien d'accompagnement qui sera conduit par le responsable des RH et qui respecte également ce principe qui est pas d'évaluation de la valeur professionnelle. Il est évidemment difficile d'évaluer la valeur professionnelle d'un agent qui est déchargé entre 70 et 100. Voilà pour les garanties qui sont accordées, aux agents qui exercent, une activité syndicale. Donc ça concerne vraiment les agents là qui ont une décharge d'activité de service ou qui, sont mis à disposition d'une organisation syndicale. On va passer à la formation des représentants syndicaux. Donc on va parler du congé de formation syndicale. Alors attention, ça, parce que j'ai déjà eu des questions à ce sujet. En l'occurrence, le congé de formation syndicale, il bénéficie à tous les agents publics. Parce que souvent j'ai des demandes, on me dit, «Oui, on m'a fait une demande de congé de formation, mais l'agent, il est même pas au CST ou, je sais qu'il est pas adhérent à un syndicat» et cetera. Ça, c'est fait partie des garanties, qui sont accordées à tous les agents. Donc, tous les agents publics, représentants syndicaux ou non, peuvent bénéficier d'un congé pour formation syndicale avec traitement. La durée maximum, ça va être 12 jours ouvrables par an. Donc, ce congé, il peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans un centre ou dans un institut qui figure sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales, hein. La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. Et à défaut de réponse, au plus tard le 15e jour qui précède le début du stage, le congé il est réputé accordé. Les décisions de rejet, sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion. Donc on devra dire si à la CAP, s'il y a eu un refus de congé de formation syndicale. Dans les collectivités ou établissements, employant, 100 agents ou plus, les congés ils sont accordés dans la limite de 5 de l'effectif, réel. Alors dans les collectivités de moins de 100 agents, il n'y a pas, cette limite et dans les collectivités de plus de 100, il y a cette limite de 5 de l'effectif, réel. Alors qu'est-ce que ça veut dire 5 de l'effectif réel? Ça ne veut pas dire il y a 5 qui peuvent partir en même temps, ça veut dire sur l'année, il y a 5 de l'effectif réel qui peut bénéficier d'un congé de formation syndicale. Alors, il n'y a pas de critères pour répartir, ce contingent. Donc, en général, ce qui est fait, c'est que les congés vont être accordés, bah, dans l'ordre des demandes jusqu'à atteindre la limite des 5. Sauf s'il y a, un accord, entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales, notamment dans le cadre d'un protocole, hein. Vous savez que vous pouvez, conclure, avec les organisations syndicales, un protocole pour définir un peu toutes les règles en matière de droit syndical et donc vous pouvez peut-être, dans le cadre de ce protocole, définir des règles, pour accorder le congé de formation syndicale, définir des critères. En absence de critères, bah, ça va être dans l'ordre, des demandes, hein. Dans tous les cas, toujours le même principe, hein, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent. Attention, là encore, je reviens sur ce que disait, Élisabeth tout à l'heure, il faut justifier, hein. On ne peut pas juste dire, «Non parce que nécessité de service». Il faut définir pourquoi il y a nécessité de service et pourquoi on ne peut pas accorder, à l'agent. Heu, Ça peut pas être, comme on disait tout à l'heure, parce que, il travaille avec des enfants. Bah oui, mais c'est son travail, donc ça veut dire qu'il pourra jamais bénéficier de congé de formation syndicale. Non, il faut aller plus loin dans la définition de l'impératif de nécessité de service. À la fin du stage ou de la session, donc le centre ou l'institut, hein, auprès duquel on va être effectuée la formation, délivre à chaque agent une attestation, bah, d'assiduité, hein. L'agent remet cette attestation à sa collectivité, au moment de sa reprise de fonction. Voilà pour le congé de formation syndicale. Je ne sais pas s'il y a des questions, hein. Je vous invite là aussi à les mettre par écrit dans la conversation. S'il n'y en a pas, on va passer à un autre aspect du droit syndical qui va être là spécifiquement le droit des représentants du personnel qui siègent dans les instances consultatives. Donc là, ça va être les personnes qui sont
qui siègent en CST, en CAP, et cetera. Donc je laisse la parole, à Elisabeth pour ce sujet. Donc, je reprends le fil du webinaire pour vous présenter le droit des représentants qui siègent dans les instances consultatives. Alors, il est important de ne pas confondre 2 choses, puisque enfin, quelquefois dans les collectivités, ça se confond, c'est-à-dire que les personnes qui ont les décharges d'activité de service, les autorisations d'absence, ce sont également celles qui siègent, par exemple, au CST. Mais ça n'est pas du tout une obligation. Ça veut dire que vous pouvez très bien une organisation syndicale peut très bien mandater soit pour des autorisations d'absence de l'article 17, de l'article 16 ou de l'article, ou des pour des DAS, ils peuvent très bien mandater des agents qui, par ailleurs, ne sont pas dans le CST. Ce sont bien 2 choses différentes et qu'il est important de distinguer. Et donc, les droits que l'on vient de voir en tant que représentant syndical et les droits que l'on va voir maintenant en tant que représentant d'une instance paritaire vont venir s'additionner et ne se confondent pas. Donc, les droits pour des membres des autorisations, des représentants, des instances paritaires sont concernés principalement par les autorisations d'absence de l'article 18, toujours du décret 85-397. Donc, il s'agit d'autorisations d'absence pour assister à différentes réunions. Donc, le Conseil commun de la fonction publique, instance que l'on a vue tout à l'heure, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le Conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, et que l'on a de façon quand même plus commune des autorisations d'absence pour participer aux réunions du comité social territorial. Pour les collectivités qui ont créé une formation spécialisée au sein du CST, qui est l'équivalent de l'ex-CHSCT, des commissions administratives paritaires, de la commission consultative paritaire. Alors en fait, la commission consultative paritaire, comme vous le savez, c'est l'équivalent des commissions administratives paritaires, mais pour les agents contractuels, et également, autre instance, le conseil médical. Alors ça, donc ce sont des instances bien identifiées, et cetera, mais ça peut être également des autorisations d'absence pour participer à des réunions de travail convoquées par l'administration pour, participer, par exemple, à la négociation d'accords collectifs, et cetera. Alors, ces autorisations d'absence ne peuvent pas être refusées pour nécessité de service. En fait, le décret indique que sur présentation de la convocation, l'autorisation d'absence est accordée. Les agents qui bénéficient de ces autorisations d'absence, donc, sont les suivants. Bien évidemment, les représentants titulaires, les suppléants lorsqu'ils sont convoqués pour remplacer un titulaire absent, mais également les suppléants informés de la tenue de la réunion lorsqu'ils ont vocation à y participer en présence du titulaire. C'est-à-dire que même si le titulaire est là, le suppléant peut participer, à la réunion. Les suppléants qui siègent avec voix délibérative en présence des titulaires et également les experts qui sont convoqués par le président de l'instance pour éclairer les membres de l'instance sur un point de l'ordre du jour et assister au débat relatif aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Alors, la durée de cette autorisation va comprendre les délais de route pour se rendre à la réunion, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette durée prévisible de réunion, temps qui est destiné à permettre aux représentants de l'instance de préparer les travaux et d'en assurer le compte-rendu. En gros, si vous voulez, c'est 2 fois le temps de la réunion plus les délais de route. Alors, la charge de l'autorisation spéciale d'absence revient à la collectivité employeur. Et
En principe, de façon réglementaire, il n'est pas prévu de remboursement par le centre de gestion. Mais pour ce qui concerne le centre de gestion de la Sarthe, le conseil d'administration a pris une délibération de façon à rembourser le temps de présence des représentants aux commissions paritaires et au CST du centre de gestion. Donc, il y a pour ce faire des imprimés spéciaux, etc. Et les frais de déplacement engagés normalement par les agents qui participent avec voix délibérative sont également remboursés par l'instance qui a organisé la réunion. Et là encore, le centre de gestion donc, fait un peu plus puisqu'il rembourse également les frais de déplacement des suppléants. Alors, une question qui revient souvent, c'est quand un agent donc, est convoqué et que la date de la réunion tombe un jour où l'agent normalement n'est pas en service. Donc, il y a une réponse ministérielle qui reprend une jurisprudence du Conseil d'État et qui reprend en fait le principe de l'autorisation d'absence, c'est que pour qu'il y ait autorisation d'absence, il faut qu'il y ait service. Puisque si l'agent n'est pas en service, l'autorité territoriale n'a pas à l'autoriser à s'absenter. Et donc, la réponse ministérielle en tire la conclusion que si les agents participent aux réunions des comités techniques ou CHSCT, mais bon, on peut l'étendre aux autres instances paritaires, pendant leurs jours de congé, ils ne peuvent donc ni bénéficier d'autorisation d'absence, ni prétendre à une compensation en temps de travail dès lors qu'ils n'ont pas à solliciter de telles autorisations. Donc voilà pour les réunions qui tombent un jour, de congé ou autre. Donc ça veut dire que l'agent a toute latitude pour ne pas se rendre à la réunion, hein, puisqu'il y a des suppléants et cetera, mais que s'il s'y rend, eh bien, c'est sur son temps personnel. Après, il existe des autorisations d'absence spécifiques aux membres de la formation spécialisée ou alors pour les CST qui n'ont pas de formation spécialisée, aux membres du CST, puisqu'en l'absence de formation spécialisée, ce sont les CST qui assurent les missions de formation spécialisée et donc, en gros, les anciennes missions du CHSCT. Donc, il existe tout d'abord des autorisations d'absence qui ne sont pas contingentées et qui vont permettre aux représentants du personnel eh bien, d'assurer leur mission pour tout ce qui va être, réalisation d'enquête, intervention dans des situations d'urgence et cetera ou intervention pour, eh bien, mettre en place des mesures préventives et cetera. Donc en général, ces différentes, participations à des délégations, visites de locaux et cetera font partie enfin sont, à l'initiative de la collectivité ou pas et en tout état de cause, font l'objet d'autorisation d'absence puisque c'est une absence qui est, justifiée par l'exercice de leur mission en tant que membre de l'instance, paritaire. Alors, à côté de ces autorisations d'absence qui vont être en fait qui vont fluctuer en fonction des différentes missions que, le représentant va être à même d'exercer dans le cadre de son mandat, il existe un certain nombre d'autorisations d'absence qui sont là contingentées. Donc les représentants du personnel titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées et de la même façon du CST, mais dans ses missions de formation spécialisée, auront droit à un certain nombre de jours d'autorisation d'absence, proportionnellement aux effectifs couverts par l'instant. Et ce contingent pourra être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. Alors, le décret 2016-1626 vient fixer donc le nombre de jours d'autorisation d'absence en fonction de l'effectif. Donc vous avez là de 0 à 199, ça va être 2 jours par an et le secrétaire
de la formation spécialisée ou du CST aura droit à 2 jours et demi par an pour exercer ses missions. Après, de 200 à 499, on passe de 3 jours à 4 jours, etc. Alors, ce contingent annuel est utilisé sous forme d'autorisation d'absence d'une demi-journée minimum, qui peuvent faire l'objet d'une programmation. Et l'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent est accordée sous réserve des nécessités de service. L'autorité territoriale pourra déterminer par arrêté un barème de conversion en heures et également le majorer s'il existe donc des conditions particulières par rapport à la formation spécialisée. De la même façon, l'arrêté pourra prévoir la possibilité pour chaque membre de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisation qu'il n'aurait pas utilisé au profit d'un autre membre qui aurait épuisé son contingent d'heures en cours d'année. Et dans ce cas, heu, dans le cas où le représentant titulaire ou suppléant est également suppléant, est également secrétaire, pardon, on l'a vu, il bénéficie du barème le plus élevé, celui de secrétaire. Donc le contingent s'apprécie sur une année civile et il peut être, si besoin, proratisé en début ou en fin de mandat. Et comme on l'a vu, si en cas de remplacement d'un membre en cours d'année, le membre qui va être nouvellement nommé va en fait se voir octroyer le crédit de temps non utilisé par le membre qu'il remplace, et ce jusqu'à la fin de l'année civile. Il est recommandé de prévoir une programmation de l'utilisation de ces autorisations par période de 6 à 12 mois par exemple. Et s'il n'y a pas eu de programmation, la demande pour utiliser l'autorisation d'absence dans le cadre de ce contingent doit être adressée à l'autorité territoriale au moins 3 jours à l'avance. Alors, les représentants du personnel qui siègent au CST ou à la formation spécialisée ont également droit en début de mandat à une formation particulière qui va leur permettre d'exercer au mieux leur mandat. Et cette formation, qui est de 5 jours, est renouvelée à chaque mandat. C'est-à-dire que si vous avez un représentant qui va être à nouveau membre du CST, le mandat suivant, etc., eh bien, à chaque renouvellement, il aura droit à nouveau de suivre cette formation. Alors, cette formation est dispensée par un organisme qui figure sur une liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article R 2315-8 du Code du travail, soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée en application de l'article 1er du décret du 22 mai 85, ou alors par le CNFPT. Les frais de déplacement de séjour des agents sont à la charge des collectivités dans le cadre de la réglementation habituelle sur les frais de déplacement des agents. Et les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficieront de 3 jours. C'est-à-dire que lorsque vous avez un CST qui n'a pas de formation spécialisée, comme les membres exercent également les missions des formations spécialisées, ce sera 5 jours. Si vous avez un CST qui a une formation spécialisée, soit l'agent est également est membre du CSC et de la formation spécialisée et ce sera 5 jours, mais vous pouvez avoir un représentant qui va être représentant au CST, mais pas à la formation spécialisée. Dans ce cas-là, ce sera une formation de 3 jours. Et pour 2 des 5 jours de formation, les représentants du personnel, membres des formations spécialisées, ou si elles n'ont pas été créées, membres du comité social, donc ont droit à un congé de 2 jours ou pour lequel ils pourront choisir l'organisme de formation. La demande de congé est adressée par écrit à l'autorité territoriale au moins 1 mois avant le début de la formation
La demande va préciser la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé, ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisi par l'agent. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités du service s'y opposent. Les décisions du refus sont communiquées avec les motifs précis à la commission paritaire au cours de la réunion la plus prochaine qui suit l'intervention de la décision. Donc là, toujours, hein, il ne suffit pas d'invoquer les nécessités de service, il faut motiver par des faits objectifs précis. L'autorité territoriale est tenue de répondre à la demande de congé de formation de l'agent au plus tard 15 jours avant le début de la formation. Et donc, les dépenses concernant cette formation sont à la charge de l'autorité territoriale. Et comme pour le congé de formation syndicale que l'on a vu précédemment, l'agent, à son retour, remet à l'autorité territoriale une attestation délivrée par l'organisme constatant qu'il a bien participé à la formation. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à la collectivité les dépenses prises en charge. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Heu, il y avait beaucoup d'informations, c'est effectivement, c'est dense. Vous avez peut-être des questions, Alors il y des a déjà demandes de 2 questions. précision? Il y a 2 questions, je pense, sur, le fait, ce que vous avez dit sur les autorisations d'absence qui tombent, sur les instances qui tombent des jours où les agents sont en congé. Bah, Donc on a c'est une de la première même ques donc on a une première question qui est si par contre l'agent annule sa demande de congé pour participer à la réunion? ah bah, dans ce cas-là, si l'agent n'est pas en congé, effectivement. Mais après, c'est à l'autorité territoriale, d'accepter ou pas, l'annulation du congé. Si l'agent, par exemple, savait, avant son congé qu'il y avait une réunion et que, il scinde, c'est-à-dire qu'il pose, par exemple, 2 jours de congé, 1 jour d'activité, 2 jours de congé, là, c'est à l'autorité territoriale, bah, d'accepter ou pas, ces jours de congé, j'allais dire, compartimentés, quoi. Là, c'est l'autorité territoriale qui décide. Autre question, donc toujours sur le même sujet, je pense, pour les agents annualisés dont les réunions sont pendant les Bon, ben, vacances scolaires? c'est la même chose. Même Soit réponse, l'agent participe, soit l'agent n'est pas en service, donc il y a pas d'autorisation d'absence. L'agent est en vacances, il peut ne pas participer à la réunion, mais s'il y participe, c'est sur son temps personnel. et les formations sont pour les titulaires du CST uniquement ou pour les titulaires et les suppléants? Titulaire et suppléant. Après, que l'agent soit annualisé ou ne soit pas annualisé, le principe est exactement le même, c'est-à-dire que pour un agent qui n'est pas annualisé et qui aurait une réunion qui tombe d'une instance qui tombe pendant ses vacances, hein, en général, bah, quand les agents sont en congé, ils ne vont pas aux réunions. Et s'ils y vont, bah, c'est de leur libre arbitre et de leur propre initiative. Alors on nous dit: «Ce ne sont pas forcément des jours de vacances, ça peut être des jours de récupération», mais en fait le Pareil, principe est le même. À c'est le partir du même. moment où l'agent n'est pas en service, il n'a pas demandé d'autorisation d'absence. On nous demande de quel temps de formation peut être alloué aux agents. Alors la question n'est pas terminée, alors j'attends que la personne termine, sa question. Ça, c'est vrai que par rapport aux autorisations d'absence, c'est quelque chose que les agents ont un petit peu de mal à comprendre. Mais en fait, si vous voulez, c'est un principe qui est général. De la même façon, si par exemple, un agent est en congé et puis que, eh bien, il ne va pas demander une autorisation d'absence, par exemple pour participer, à la sépulture, d'un proche. Il est en congé donc à partir du moment où vous êtes en congé, que ce soit les autorisations d'absence,
pour droit syndical ou des autorisations d'absence pour les événements de la vie courante, si vous déménagez pendant vos vacances, ben, vous n'aurez pas d'autorisation d'absence. Alors, la question de quel temps de formation peut être alloué aux agents qui sont complémentaires sur la liste électorale? Je suis pas sûre de comprendre la question. Non plus. Si la personne peut préciser sa question, je ne sais pas ce qui est La entendu liste par élect complémentaire sur la liste électorale. Est-ce que c'est les gens qui n'ont pas été élus? Dans ce Heu, cas-là, c'est pas la liste électorale, c'est sur la liste de candidats. alors je ne sais pas si la personne peut préciser. Et on a une autre question. Merci de me confirmer qu'il n'y a pas d'autorisation d'absence allouée pour permettre aux représentants du personnel de se réunir hors temps de préparation d'un CST prochain. Bah, après, ça peut être dans le cadre des réunions que l'on a vues, tout à l'heure, des réunions contingentées, des heures, contingentées en fonction de l'effectif. Puisque si vous voulez, on vient de voir tout à l'heure, je vais reprendre la diapo. Là, vous avez un certain nombre d'autorisations d'absence pour permettre aux membres de la formation spécialisée ou du CST d'exercer leur mission. Donc après, ces autorisations d'absence, là, ils peuvent les prendre, enfin comme ils le veulent, pour faire ce qu'ils le veulent, pour exercer leur mission de membre du CST. Donc là, ce sera après à vous de peut-être sur ces autorisations d'absence, avoir une concertation avec, les membres du CST, de savoir comment ils les utilisent et cetera. Et puis après tenir des tableaux de suivi par membre, pour savoir, où ils en sont. Donc on nous a confirmé, hein, que la question, c'était bien pour les personnes, qui étaient, non élues sur, liste C'est pas la de liste candidats. électorale alors, c'est liste de candidats. Oui, il y Oui, en a oui, la pas? personne a corrigé. Bah, il y en a, si, il y aura le congé de formation, mais comme tout agent, Ah oui, 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 en fait, on va revenir dans le droit commun, tout oui, agent peut bénéficier d'un congé de formation voilà, syndicale, c'est ce qu'on a vu un petit peu voilà. plus tôt dans le Mais diapo. il n'y a pas d'autorisation d'absence en tant que représentant à Non, non, dans la une question c'était instance, bien, voilà. un temps de la question c'était bien quel temps Ah de d'accord. formation, peut être Oui, alloué bah, à aux ce agents, moment-là, d'accord. Donc donc là, ça effectivement, sera ça le même, revient le même temps de formation que n'importe quel agent, en fait. Le fait d'avoir été sur la liste électorale ou pas ne change ne change rien, rien. à ce sujet-là. Heu, alors, exemple, temps contingenté 5 jours par an. Ce nombre accordé l'est par titulaire et par suppléant, 5 jours pour chaque représentant? Bah, c'est les membres de la formation spécialisée, oui, c'est titulaire et suppléant. Chaque représentant a le droit à son Oui, contingent. voilà. Alors on me dit: «Oui, mais 5 jours chacun». Oui, Alors on nous parle de quoi là? Parce que du coup, je suis pas sûre, vous on avez vu, est-ce dans le tableau, vous avez bien le nom membre, titulaire et suppléant. alors on me dit: «Merci, mais pas de temps de préparation des réunions». Ah, il faut être un tout petit peu plus précis dans les questions parce que c'est vrai que, on n'a pas forcément votre logique derrière, du coup, pas de temps de préparation des réunions pour quelle réunion? Parce que tout ce qui est réunion des instances, on l'a vu, il y a un temps de préparation, hein. Qui est égal au temps prévisible de la réunion. En fonction de l'ordre du jour, on peut à peu près ou alors il y a quelquefois les représentants demandent que, sur la convocation, il soit indiqué un temps prévisible de réunion. C'est ça la difficulté parce que pour eux, heu, ils ne savent pas à l'avance combien de temps va durer la réunion et donc ils ne savent pas à l'avance combien de temps ils disposent. Donc qui est légitime, c'est de fixer une durée quand même, assez, précise de la réunion. Pour qu'en amont de la réunion, ils puissent, savoir quelle va être l'autorisation d'absence dont ils vont disposer. De quel temps de préparation peut être
Alloués aux agents qui sont complémentaires sur la liste. Alors les agents qui étaient, sur la liste de candidats qui n'ont pas été élus, ils n'ont pas Ah, d'autorisation rien. d'absence pour assister aux instances, ils n'ont pas de temps de préparation puisque par principe, ils ne participent pas aux instances, ils ne sont pas membres des instances, ils étaient juste candidats sur la liste et qu'ils n'ont pas été élus. Ils ont seulement droit à ce que Marine vous disait, comme tout autre agent, qu'ils aient été sur la liste ou qu'ils n'y aient pas été, font qu'ils ne sont pas élus, donc ils ont les mêmes droits qu'un autre agent qui va être le congé de formation syndicale, qui va être la possibilité de participer aux, Aux réunions mensuelles, aux réunions d'information. d'information ou alors, comme n'importe quel autre agent, ils peuvent également avoir bénéficié d'autorisation d'absence sur la base de l'article 17, d'autorisation d'absence sur l'article 16, mais là, ce n'est pas pour participer aux instances, c'est en tant que représentant syndical et pour exercer du droit syndical. Ça n'est pas la même chose. Les seuls agents qui ont droit aux autorisations d'absence pour participer aux instances et le temps, équivalent en préparation, c'est les agents qui sont titulaires ou suppléants dans ces instances. S'ils n'ont pas de rôle à jouer dans les instances, ils n'ont pas d'autorisation d'absence, liée aux instances. Une autre question nous dit: «Les temps alloués pour la préparation des réunions non utilisés par un membre peut bien être accordé à un autre membre». Ah non, Bah non. non. Non, puisque c'est chaque personne, c'est chaque représentant qui, comment dire, qui dispose de son temps. Je ne vois pas comment il peut être utilisé par un autre membre. Parce que c'est bien du temps dédié à préparer la réunion, hein, c'est pas du temps qui peut Oui, être utilisé pour faire autre chose, hein. Qu'en est-il des membres qui ont été désignés par tirage au sort? Bah, ils ont bah, les c'est la mêmes même droits chose. que les agents élus, hein. Si vous voulez, le tirage au sort, ça va juste être le moyen, par lequel ils ont été, amenés à siéger aux instances, mais une fois qu'ils siègent dans les instances, ils ont les mêmes droits que n'importe quel agent. Enfin, que n'importe quel agent, élu au dans les instances. Alors, je ne sais pas si on a fait le tour des questions. S'il vous reste des questions, de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous, par téléphone ou par mail. Je précise parce qu'il y a des questions qui sont arrivées sur la boîte élection, que la boîte élection n'est active qu'en période électorale. Cette boîte n'est plus consultée. Donc si vous avez des questions qui sont liées maintenant au fonctionnement des instances, au CST et cetera, privilégiez les boîtes mail, habituelles. La boîte élection, n'est plus consultée, en dehors de elle est vraiment, dédiée à la période électorale. Évidemment, vous pouvez retrouver, dès aujourd'hui ou dès demain, le replay et la présentation, sur le site internet et voilà, je ne visiblement, il n'y a pas d'autres questions. J'espère que ça a été assez clair. Et vous n'hésitez pas à revenir vers nous parce que peut-être que, effectivement, d'avoir vu la présentation et cetera va susciter d'autres d'autres questions. En tout Bon, eh En bien, tout cas, merci donc, d'avoir suivi ce webinaire et nous sommes à votre disposition pour, répondre à toutes vos questions. Ce n'est pas toujours voilà. simple. Oui, c'est ça. Voilà, Bonne fin de journée à tout le monde. oui, au revoir. Au revoir.